the survivors of the nuclear fire called the war Judgment Day. They lived only to face a new nightmare, the war against the machines. De nos jours, la science-fiction est un univers très présent dans les arts en général, tout à fait accepté, courant et même devenu très populaire. Pour s'en rendre compte, il suffit de se pencher sur les séries télé à succès de ces dernières années, ou encore des films qui remplissent les salles de cinéma. Il serait donc intéressant de se demander d'où vient la science-fiction. Est-ce que c'est quelque chose de plutôt récent, ou ses origines sont-elles plus éloignées? Est-ce un univers uniforme, ou peut-on identifier diverses branches? Peut-on même remonter jusqu'à un inventeur de la science-fiction? Eh bien c'est en se tournant vers la littérature de science-fiction que nous allons tenter de répondre à ces questions. Par science-fiction, il est généralement entendu les œuvres de fiction qui, dans la littérature, le cinéma ou toute autre forme narrative, créent des métaphores et des allégories de la science et de la culture en les transposant en d'autres temps ou d'autres lieux. Le terme de scientifiction, devenu science-fiction, a été forgé en 1929 par un éditeur et auteur américain, Hugo Gernsback, qui écrit la première nouvelle de science-fiction, Ralph 124 C41+. Il fut également le créateur du premier magazine de science-fiction, Amazing Stories. Beaucoup d'écrivains de science-fiction sont d'anciens fans qui choisissent de reprendre, pour leur rendre hommage ou les remettre en question, les thèmes des écrivains de la génération précédente. De même, la communication entre auteur et lecteur, surtout dans le monde anglo-saxon, est facilitée par les fanzines, ces magazines d'admirateurs qui publient nouvelles, essais et courriers sur cette littérature, permettant ainsi un important échange d'idées. La science-fiction apparaît comme un monde accessible aux initiés avec ses codes et ses signes de reconnaissance particuliers, comme un vocabulaire fabriqué ou détourné de son usage scientifique. What if we used a sample of her DNA? Say, from a blood test taken before she was exposed to the disease. Could that be used to filter out the genetic changes? Well, I'd have to get into the biofilter bus and patch in a molecular matrix reader. That's no problem. But the waveform modulator will be overloaded without the regeneration limiter in the first stage circuit. Interesting. However, theoretically... Data. Yes, sir. Ainsi que le recours à des symboles ou des situations types telles que catastrophes nucléaires ou écologiques. Cela aide le lecteur à entrer dans un monde certes imaginaire, mais qui emprunte des voies qui ont les apparences de la rationalité, d'où l'importance du mot science dans science-fiction. La SF utilise également très souvent des altérations du temps ou de l'espace. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. Sans oublier bien sûr la mise en scène d'une vie extraterrestre. Get away from her, you bitch! Elle reflète aussi les peurs, les espoirs et les questionnements fondamentaux de l'humanité, mais en les transposant ailleurs. De ce fait, ces mondes étranges, mais en même temps familiers, peuvent renvoyer l'image de notre monde. What if you could travel to parallel worlds? The same year, the same Earth, only different dimensions. Les auteurs peuvent choisir divers ressorts narratifs pour mettre en scène leurs mondes imaginaires comme l'utopie, en aucun lieu, la dystopie, l'utopie négative, ou encore l'uchronie, hors du temps. Parmi les dystopies, on peut citer les désormais très célèbres romans 1984 de George Orwell, qui dépeint un univers totalitaire dominé par un remaniement constant du passé, ainsi que Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui propose la contre-utopie d'une société entièrement rationalisée, où une poignée d'êtres supérieurs dirige de manière totalitaire une masse d'individus privés de liberté.
La science-fiction dite classique est celle des années 1930 à 1950. Scientiste, elle reflète l'inquiétude grandissante face aux dangers nucléaires par exemple, mais elle exprime aussi la fascination de son époque pour les nouvelles possibilités offertes par la science, notamment avec les perspectives ouvertes par les débuts de la conquête spatiale. Ainsi, le thème des guerres entre humains et extraterrestres renvoie à la peur de l'autre, omniprésente aux États-Unis pendant la guerre froide. Mais les récits de science-fiction traduisent aussi le sentiment que la science peut tout rendre possible et influer non seulement sur notre mode de vie, mais également sur notre humanité même. À partir des années 1960, les thèmes de la science-fiction se diversifient, transposant dans l'imaginaire les préoccupations qui lui sont contemporaines, comme l'écologie ou la politique. La science-fiction exprime aussi à cette époque des doutes à l'égard du progrès technologique, reflétant la critique du positivisme scientifique. Inventé par l'écrivain américain Robert Heinlein, le terme de fiction spéculative est repris par des auteurs britanniques comme John Brunner ou Ian Watson, puis des auteurs français, pour désigner ce nouveau courant de la science-fiction qui prône une plus grande liberté dans le choix des thèmes, ainsi qu'un style plus travaillé pour faire en sorte que la SF acquiert ses lettres de noblesse. De nouveaux courants apparaissent alors, comme l'Heroic Fantasy, qui se fondent sur des mythologies anciennes et des univers médiévaux, son plus célèbre représentant étant J.R.R. Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. La science-fiction se nourrit des mythes, des traditions et de l'imaginaire collectif. Les mythologies de l'Antiquité lui ont fourni certains de ses principaux thèmes, et en ce sens, elles peuvent être considérées comme des précurseurs. Le désir de voler, par exemple, récurrent dans la SF, au travers des astronautes, jetpacks et autres vaisseaux spatiaux, se trouve déjà dans le mythe grec d'Icare. Les récits de voyage et les contes mettant en scène d'étranges créatures dans de lointains pays sont eux répandus dans les littératures grecques et latines, comme dans le mythe de l'Atlantide, souvent recyclé de nos jours. Les histoires portant sur des voyages imaginaires, souvent satiriques, sont également très répandues, l'un des meilleurs exemples restant Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Cette satire est une sorte de pamphlet allégorique visant la vanité et l'hypocrisie de la noblesse, des hommes d'État et des partis politiques. Le livre raconte les pérégrinations de Gulliver, un chirurgien embarqué sur un navire et qui, après avoir fait naufrage, se trouve confronté à divers peuples dont les mœurs lui semblent aussi absurdes que dérisoires, et qui pourtant ressemblent beaucoup aux mœurs du temps de Swift. En dehors de quelques nouvelles d'Edgar Allan Poe, et avant le succès de H.G. Wells, dont la réputation est acquise dès 1895 avec la publication de La Machine à explorer le temps, le premier grand auteur de science-fiction, plus exactement de romans d'anticipation, est Jules Verne. Ses œuvres témoignent d'une grande connaissance des sciences et des technologies de son époque, ainsi que d'un véritable don visionnaire qui permet à l'auteur d'imaginer les évolutions à venir de la science et de la société. Jules Verne parle de géologie en décrivant l'exploration des volcans dans Voyage au centre de la Terre en 1864, et il évoque la possibilité des voyages dans l'espace avec son roman De la Terre à la Lune en 1865. En 1870, il imagine dans 20 milieux sous les mers des sous-marins, et qui plus est, des sous-marins utilisant la radioactivité comme mode de propulsion. Plus tard, on peut également citer René Barjavel, qui en 1943 illustre très bien la dystopie avec son roman Ravage. Barjavel propose un univers doté d'une technologie avancée où une panne d'électricité généralisée parvient à détruire une civilisation entière. Celle-ci, totalement dépendante de sa technologie, se voit alors forcée de retourner à la vie sauvage. Autant d'ouvrages d'anticipation
qui, par leur dimension prophétique, dans le domaine social ou politique, sont aujourd'hui considérés comme des classiques et connaissent un succès international. L'âge d'or de la science-fiction américaine voit une pléiade d'écrivains apparaître entre les années 1930 et 1950. Ray Bradbury, lui, s'impose surtout avec un imaginaire riche et désabusé grâce à ses chroniques martiennes ou encore sa critique du totalitarisme dans Fahrenheit 451. Frank Herbert, pour sa part, est un auteur représentatif des romanciers faiseurs de monde, puisqu'il tente de recréer de toutes pièces un univers politique et physique cohérent mais complètement imaginaire dans le gigantesque cycle de Dune, dont l'épopée cosmogonique se déroule sur plusieurs siècles. Mais le romancier le plus populaire de cette génération demeure Isaac Asimov, auteur prolifique des sagas futuristes comme le cycle de Fondation. C'est à lui que les lecteurs doivent un questionnement complexe à propos des robots. Asimov n'est d'ailleurs pas l'inventeur de ce mot, c'est le Tchèque Karel Čapek qui, lorsqu'il crée sa pièce Rozum's Universal Robots en 1920, met en scène des créatures artificielles et crée pour les désigner le terme de robot, du verbe tchèque roboti qui signifie travailler. Dans cette œuvre, les robots mis au point pour remplacer les ouvriers, fatigués par les usines, finissent par se rebeller et remplacer l'homme. Cette image du robot comme travailleur ou esclave est très ancienne, puisqu'il est possible d'en trouver des traces dans la mythologie. On peut citer par exemple le dieu grec forgeron Héphaïstos, qui, selon Homère, était assisté de 2 servantes en or, capables de parler et de penser. Dans les années 1950, les premiers ordinateurs voient le jour et sont promis à un avenir brillant. La science-fiction tente alors d'imaginer les éventuels progrès de ces nouveaux secteurs de la science, que seront l'informatique et la robotique. Isaac Asimov, lui, s'interroge sur un futur où se côtoient humains et robots. Comment prendre en charge la vie en commun de robots qui pourraient diriger les affaires humaines de manière plus rentable que n'importe quel gouvernement? Asimov propose un monde où d'élémentaires robots-outils surpassent leurs conditions jusqu'à devenir des êtres parfaits. In the beginning, there was man, and for a time, it was good. But humanity's so-called civil societies soon fell victim to vanity and corruption. Then man made the machine in his own likeness. Dans son livre Les robots, il démontre que les robots gèrent le bien-être des hommes en laissant à ces derniers l'illusion qu'ils contrôlent leur destin. Mais ce qui importe encore plus que cette nouvelle approche face aux machines dans les récits de science-fiction, c'est qu'étant conscient des difficultés que peuvent poser des robots ultra performants, Asimov invente les 3 célèbres lois de la robotique. Premièrement, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laissant cet être humain exposé au danger. Ensuite, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Et enfin, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Au travers de ses écrits, Asimov soulève un problème d'ordre moral. Comment des individus bons, c'est-à-dire les robots, peuvent vivre en harmonie avec des individus qui ont conservé la liberté de choix entre le bien et le mal? He said they've all been programmed with the 3 laws, so that means we have 1,000 robots that will not try to protect themselves if it violates a direct order from a human. And I'm betting one who will. Detective, put your gun down. Why do you give them faces? Try to friendly them all up, make them look all human. These robots are not susceptible to intimidation. I guess if you didn't, we wouldn't trust them. Pour l'auteur, la réponse est évidente. Un robot ne se révolte pas contre l'homme, mais il finit quand même par le supplanter pour le bien de son créateur sans que ce dernier s'en aperçoive. La machine devient le geôlier d'une humanité trop préoccupée à s'autodétruire. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Isaac Asimov était-il un écrivain cyberpunk avant l'heure? Il est en effet possible de le voir ainsi, c'est-à-dire comme une sorte de père spirituel pour des auteurs comme Gibson, Dick, Sterling et consorts. Par la suite, certains auteurs de science-fiction s'appuieront sur les écrits d'Asimov, et ainsi les machines commenceront à être perçues de manière différente.
Le lecteur attentif verra tout de même émerger de ci de là des récits où une quête sur la nature du vivant, mêlée à un questionnement sur le moi possible des machines, notamment dans l'imagination d'auteurs comme Philip K. Dick. Dans sa célèbre œuvre Blade Runner, le lecteur suit des androïdes qui cherchent à échapper à leur mort programmée. Étant trop perfectionnés et bénéficiant d'une intelligence exceptionnelle, leur séjour sur Terre est prohibé sous peine de mort. Certains d'entre eux s'y risqueront quand même, poussés par une crise existentielle digne de n'importe quel humain. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Ces idées et ces sujets se répandent progressivement dans la littérature de science-fiction, tout au long des années 1960 et 1970. Pendant cette période, la technologie évolue et la micro-informatique fait son apparition, profitant de découvertes scientifiques prometteuses, comme l'utilisation du silicium, qui donnera d'ailleurs son nom à la célèbre Silicon Valley. À partir des années 1980, cette nouvelle technologie, ordinateurs et premières consoles de jeux par exemple, arrive dans les foyers. Les ordinateurs commencent à se répandre et les premiers réseaux informatiques font leur timide apparition. C'est à ce moment, des plus propices, qu'une nouvelle branche de la science-fiction explose, le cyberpunk. Et ses auteurs, sans pour autant renier leur héritage culturel et littéraire, décideront de prendre une nouvelle direction. En effet, à partir des années 1980, la vague du cyberpunk extrapole à partir du monde violent, déshumanisé et informatisé des villes contemporaines. Blade Runner de Philip K. Dick, Les Mailles du réseau de Bruce Sterling et Le Neuromancien de William Gibson sont souvent considérés comme les fers de lance de cette littérature. L'anthologie Mozart en verre miroir, composée de nouvelles rassemblées par Bruce Sterling, d'auteurs comme William Gibson, Tom Maddox, James Patrick Kelly, Lewis Shinner ou encore John Shirley, fera également date dans l'histoire de la littérature cyberpunk, car elle propose un riche panorama des différents aspects du mouvement. Une lecture des plus recommandées pour quiconque voudrait effectuer un tour d'horizon de cette branche de la SF. En conclusion, entre science-fiction dite classique, utopie, dystopie, uchronie, heroic fantasy, anticipation, cyberpunk et on en passe, on constate que la science-fiction propose un large éventail de thématiques. Peut-être encore plus surprenant est le fait de constater qu'elle trouve certaines de ses origines dans un passé très lointain, ce qui est paradoxal et amusant puisqu'elle porte très souvent sur l'avenir. La science-fiction a cette particularité de ne pas être soumise aux règles de notre monde physique et de notre temps, et peut ainsi proposer des possibilités créatrices quasiment sans fin. La seule limite réside dans l'imagination des artistes, clé pour ouvrir des portes vers des mondes, des créatures, des technologies, des aventures et des personnages qui nourriront autant d'œuvres et d'opportunités d'évasion et de réflexion. Sail this way.